Le samedi 21 mars 1998, Amy Bradley, son frère surnommé Brad, et leurs parents, Ron et Eva, embarquent à bord du Rhapsody of the Seas, un navire de croisière de 11 étages. La famille originaire de Virginie, heureuse de partager ce voyage gagné par le père à son travail, s'apprête à passer 8 jours en mer des Caraïbes. 2 jours après le départ du bateau, Amy, 23 ans, et son frère Brad, 21 ans, passent une partie de la nuit dans la boîte de nuit du navire à danser et boire de l'alcool avec le groupe de musique Blue Orchid lors d'une soirée disco organisée sur le pont du 9e étage. L'un des membres du groupe, Alistair Yellow Douglas, a été vu en train de boire et danser avec Amy cette nuit-là, mais il a affirmé avoir quitté la fête vers 1h du matin. Après quelques heures, Amy est retournée dans la cabine de sa famille située au 8e pont. Le système de verrouillage informatisé du navire a enregistré que Brad est retourné dans la cabine à 3h35 du matin. Amy l'a suivi 5 minutes plus tard. Brad a déclaré que lui et sa sœur s'étaient assis sur le balcon de la suite et avaient discuté avant qu'ils n'aillent se coucher. Entre 5h15 et 5h30 du matin, Ron, le père, s'est réveillé et a constaté qu'Amy était toujours sur la chaise longue du balcon de leur cabine. La porte du balcon était fermée. Lorsqu'il s'est levé à 6h, Amy avait disparu et la porte du balcon était ouverte. Après avoir fouillé les parties communes du navire, Ron a réveillé le reste de la famille et leur a annoncé à 6h30 qu'Amy avait disparu. Elle ne sera jamais retrouvée. 27 ans plus tard, l'affaire de la disparition d'Amy fait toujours grand bruit. Netflix vient de sortir un documentaire en 3 épisodes sur cette affaire, mais il semblerait qu'il se soit axé sur une théorie en particulier, éclipsant les autres. Mettant en lumière les circonstances de la disparition d'Amy et la quête de réponse de sa famille, la série s'appuie fortement sur la théorie du trafic d'êtres humains, accordant moins d'attention aux autres explications ou aux preuves contradictoires. D'après moi, la série s'appuie de manière excessive sur des témoignages oculaires parfois incohérents et sans preuves tangibles. Elle accorde également une attention troublante à Yellow, un homme qui a dansé avec Amy, bien qu'aucune preuve ne le relie à un acte répréhensible. Selon certains, la série serait même bourrée de préjugés et de stéréotypes sur les habitants des Caraïbes. Revenons sur les incohérences de cette affaire avant de voir quelles sont les autres théories envisageables. D'après la famille, Amy n'est pas tombée à l'eau, car sinon, son corps aurait été retrouvé par les patrouilles ou se serait échoué sur une plage du coin, d'autant plus que le navire était à quai, à Curaçao. Néanmoins, il semblerait qu'en fait, d'après les tout premiers articles de presse, que le père d'Amy, Ron, ait affirmé avoir vu sa fille pour la dernière fois à 4h30 du matin. Or, à cette heure-là, le navire n'était pas à quai, mais à 16 km au large. Selon certains, Ron a modifié l'heure à laquelle il a vu sa fille pour la dernière fois, indiquant finalement que c'était aux alentours de 5h30, car s'ils étaient plus près du quai, ils pouvaient prétendre que si elle n'avait pas été rejetée sur le rivage, c'est qu'elle n'était pas tombée à l'eau. Comme d'autres l'ont mentionné, il est étrange que le père soit si paniqué de ne pas retrouver sa fille de 23 ans sur un immense navire après seulement 30 minutes. Pour rappel, le Rhapsody of the Seas est un navire de croisière long de presque 300 mètres et doté de 11 ponts. Nous pouvons donc nous demander s'il est humainement possible de fouiller chaque recoin en seulement 30 minutes ? Sûrement pas. Cela rejoint la théorie selon laquelle Amy aurait plutôt disparu vers 4h30 et que le père ait ensuite réveillé sa famille 2 heures plus tard, leur apprenant la nouvelle. Également, Ron a affirmé dans un de ses témoignages que les cigarettes et le briquet n'avaient pas disparu, mais dans les déclarations du FBI, il est indiqué que les cigarettes et le briquet avaient bel et bien disparu. Enfin, la famille est convaincue qu'Amy est rentrée dans leur cabine depuis le balcon, mais aucun d'entre eux ne l'a entendue revenir du balcon ou sortir par la porte principale dans le couloir. D'après eux, elle a été enlevée, cachée des caméras du navire, séquestrée quelque part jusqu'à l'arrivée du navire au port, puis à nouveau transportée hors du navire sans être détectée par les caméras, l'équipage ou les passagers. Alors, comment sommes-nous arrivés à la théorie du trafic d'êtres humains ? C'est ce qui mérite d'être examiné d'un œil critique. Dans ce genre d'affaires, la première théorie avancée devient souvent un point d'ancrage, un blocage psychologique dont les gens ne peuvent se défaire, même lorsque de nouvelles preuves la contredisent. Une fois que l'affaire a été présentée publiquement comme un cas potentiel de trafic, le biais d'ancrage s'est fortement implanté dans l'esprit de tous ceux qui en ont pris connaissance. Le cas John Benet Ramsey offre une juxtaposition fascinante. On y retrouve la même vision étroite de la part des enquêteurs, mais ceux-ci se concentrent uniquement sur la famille dès le début, et les médias leur emboîtent le pas.
Dans chaque cas, vous avez soit une famille présumée innocente, soit une famille présumée coupable, et dans les deux cas, cela détruit la possibilité d'une enquête impartiale. Et dans les deux cas, le public a tendance à penser qu'il connaît fermement la vérité, et cette vérité se trouve souvent être la première théorie présentée. La bonne pratique consiste à commencer par les personnes les plus proches de la victime, et si possible, à les innocenter. Et en fait, il s'avère que la famille d'Amy est au centre d'une théorie complexe et intéressante en ligne. Apparemment, les enquêteurs n'auraient pas attendu d'examiner des preuves supplémentaires avant d'écarter la famille comme suspecte. En soi, la famille d'Amy n'a pas d'alibi solide, personne ne peut confirmer leurs faits et gestes cette nuit-là. Ensuite, les enquêteurs se sont directement intéressés à toutes les personnes désignées par la famille. Et c'est ici qu'un problème se pose, selon certains. Si vous renoncez immédiatement à votre pouvoir en laissant quelqu'un savoir que vous allez le croire sur parole et lui permettre d'influer le cours de l'enquête, alors qu'il s'agit des dernières personnes à avoir vu vivante la victime et que les preuves n'ont même pas encore été suffisamment examinées pour les innocenter, l'enquête devient biaisée. Combien de fois est-ce déjà arrivé? Une affaire où le récit prend une direction farfelue, évoquant une secte satanique ou un réseau complexe de criminels sophistiqués, alors qu'il s'agissait en réalité du père, de la sœur ou du petit ami? Ici, c'est la famille d'Amy qui, depuis le début, a contrôlé le récit chronologique. Tout ce sur quoi le timing est basé, après la dernière fois où la clé magnétique de la jeune femme a été enregistrée à la porte de la cabine, repose uniquement sur la parole du père. Cela ne veut pas dire qu'il ment, mais c'est un fait. La chronologie repose entièrement sur le récit de la famille. Mais certains insistent sur le fait que n'importe qui aurait pu utiliser la clé magnétique s'il avait quelque chose en tête et voulait prouver qu'Amy se trouvait là à ce moment-là. Il n'y avait manifestement pas de caméra de surveillance dans le couloir, sinon nous saurions avec certitude si elle avait quitté la chambre à nouveau. Également, la famille avait accès aux effets personnels d'Amy, notamment ses chaussures, ses cigarettes et la carte clé de sa cabine, qui sont ensuite devenus des éléments centraux de l'enquête et des discussions publiques visant à déterminer si elle serait partie sans ou pas. Ces détails ont été largement cités comme preuve qu'elle ne serait pas partie de son plein gré, mais ils ont également servi à détourner l'attention d'autres possibilités. Ce qui pose problème à certains, c'est qu'apparemment, aucune recherche n'a été effectuée sur les finances, les polices d'assurance vie, les querelles familiales récentes ou de tout autre élément susceptible d'indiquer des problèmes plus graves sous la surface. Aucun examen médico-légal de la cabine n'a été effectué pour rechercher des traces de sang, d'ADN ou des signes de lutte. Un agent du FBI aurait déclaré avoir essayé de rechercher des empreintes ou des fibres, mais n'avoir pas pu le faire car la pièce avait déjà été nettoyée. Ce qui est curieux, car nous savons que même dans les pièces qui ont été nettoyées par le personnel d'entretien, et même dans les cas où un tueur a essayé de nettoyer une scène de crime, une recherche médico-légale peut permettre de trouver des cheveux, des fibres, des éclaboussures de sang, parfois dans de minuscules crevasses ou coins que l'aspirateur ou le chiffon n'ont pas pu atteindre. Et si la pièce était vraiment stérilisée au point qu'on ne pouvait rien trouver, cela constituerait en soi un signal d'alarme indiquant que quelqu'un a procédé à un nettoyage de la cabine un peu trop poussé et donc suspect. Bref, je ne suis en aucun cas en train de dire que je pense que la famille a commis un acte criminel. Je dis juste que d'après mes recherches, la famille a exercé un contrôle démesuré sur l'enquête dès le début, alors même qu'elle n'a jamais été officiellement innocentée, car elle ne pouvait fournir aucun alibi et était présumée innocente après de brefs interrogatoires, avant même que toute autre enquête plus approfondie ne soit menée. L'opinion publique a été influencée par les premiers reportages des médias faisant état d'un trafic présumé, le biais d'ancrage étant un problème courant dans ce type d'affaires. En conclusion, je ne dis pas que la famille est coupable, mais l'enquête bâclée et le manque d'ouverture d'esprit ont réduit les chances de résoudre cette affaire. Enfin, pour information, bien que les Bradley soient affirmatifs sur le fait qu'Amy ait été enlevée et qu'elle est toujours en vie, ils l'ont déclarée légalement morte le 24 mars 2010, 12 ans après sa disparition, sans témoin et sans que son corps n'ait été retrouvé. Pour en revenir rapidement sur la théorie plébiscitée par la famille, à savoir celle de l'enlèvement pour un réseau de prostitution, beaucoup pensent que ce n'est pas la théorie la plus plausible. Pour commencer, Amy, du haut de ses 23 ans, serait bien trop âgée. Il semblerait que la plupart des filles victimes de trafic soient beaucoup plus jeunes pour les utiliser le plus d'années possible. La majorité du temps, les réseaux criminels sélectionnent leurs victimes et gagnent leur confiance grâce aux techniques de grooming. Cette phase consiste à offrir des cadeaux, flatter la victime, lui réserver des attentions pour instaurer une relation affective et psychologique entre la victime et les trafiquants.
La victime subit ensuite des procédés de manipulation. Un membre du réseau l'emmène dans un restaurant élégant, la couvre de cadeaux somptueux, l'emmène dans des fêtes où elle reçoit un accès illimité à de l'alcool et à des drogues. Le trafiquant en profite pour repérer les faiblesses de la victime, découvrir ses fragilités. Une fois ces éléments identifiés, il les retourne contre la victime. Je ne dis pas qu'Amy n'a pas pu avoir été prise pour cible sur le bateau de croisière, mais beaucoup semblent penser qu'il s'agit d'une possibilité hautement improbable, d'autant plus qu'Amy est une jeune femme blanche et américaine, en vacances avec ses parents, profitant d'une croisière coûteuse, donc vraisemblablement provenant d'une famille sinon pas riche, pas pauvre non plus. Et que se passe-t-il en général lorsqu'une femme blanche de la classe moyenne disparaît ? Eh bien, ça fait la une des journaux internationaux. Tout le monde en parle, tout le monde voit son visage partout. C'est mauvais pour les affaires si vous êtes un trafiquant, non ? Selon certains, les trafiquants ciblent les personnes vulnérables, celles dont la disparition ne sera même pas remarquée avant un certain temps. Quant aux autres théories, elles ont toutes un point commun. Amy est tombée du balcon et s'est noyée. Cette hypothèse semble d'autant plus logique quand on sait que la table du balcon a été retrouvée poussée contre la balustrade et que les chaussures d'Amy étaient retrouvées sur le balcon. Selon certains, Amy, pour une raison ou pour une autre, aurait approché la table du balcon contre la balustrade afin de sauter par-dessus bord. Netflix ne mentionne pas le fait que le balcon d'Amy se trouvait à 25 mètres au-dessus de l'eau. Le navire naviguait à une vitesse d'environ 20 nœuds, soit 37 km/h. Une chute d'une telle hauteur à une telle vitesse équivaut à un choc contre du béton, rendant la survie improbable. Selon les rapports du Bureau de la sécurité maritime, les chutes d'une telle hauteur ont un taux de mortalité supérieur à 90%. Il est donc possible qu'elle ait été gravement blessée et ait perdu connaissance en touchant l'eau, puis se serait noyée et aurait coulé, si elle n'est pas décédée sur le coup. Les corps inconscients coulent rapidement. Mais pourquoi ou comment serait-elle tombée par-dessus bord ? La première théorie serait qu'elle se serait ôté la vie. Il semblerait, selon certains, que la famille d'Amy ait eu du mal à accepter son homosexualité. Durant des années, la famille a énormément insisté sur le fait qu'Amy a beaucoup plu au personnel masculin du bateau, certains se comportant même de manière inappropriée, un peu comme s'ils étaient en déni complet sur l'orientation sexuelle de leur fille. Son père d'ailleurs a admis avoir écrit une lettre haineuse à sa petite amie, Molly, pour lui faire part de sa déception. Le fait que la famille n'accepte pas son homosexualité, ou du moins n'était pas très emballée à cette idée, était tragique, et certains ont dit que ses parents, dans le déni, ont refusé de voir l'impact que cela a dû avoir sur elle. Les jeunes qui ont des tendances suicidaires sont plus susceptibles d'agir sous l'impulsion du moment pour mettre fin à leur jour, et l'alcool réduit leur capacité de réflexion. Selon la famille, qui semble selon certains un chouïa homophobe, son frère disant encore à ce jour qu'Amy était bi ou avait une sexualité alternée, c'est ce qu'ils ont pu dire à la jeune femme sur ce sujet. Certains pensent donc qu'ivre et un peu triste, elle aurait rapproché la table de la balustrade pour sauter par-dessus bord. Mais pour que la famille envisage le suicide d'Amy, elle doit également se demander pourquoi elle aurait pu ressentir cela, et cette introspection ne semble pas envisageable. Cependant, il faut bien noter qu'Amy s'était réconciliée avec sa petite amie juste avant la croisière. Elle avait un nouveau chien, un nouvel appartement et un nouveau boulot qu'elle devait commencer à son retour. Des plans pour l'avenir, en somme. Elle a même envoyé une carte postale à sa petite amie depuis le bateau. Mais nous ne savons jamais réellement ce qui se passe dans la tête des gens, donc qui sait. Toutefois, j'ai lu qu'il semblerait que c'était les parents d'Amy qui payaient son appartement, que c'est son oncle qui lui a donné son travail, dans l'informatique d'ailleurs, alors qu'il semblerait qu'Amy ait toujours voulu être prof de sport et qu'elle a même étudié la psychologie du sport à l'université. Même le chiot qu'elle venait de prendre était de la race préférée d'Iva, sa mère, un bulldog. Pour certains, tous ces éléments ont été choisis pour la maintenir proche de chez elle dans le cadre familial, car je cite un commentaire que j'ai lu: dans une dynamique familiale complexe, aucun membre n'est autorisé à forger sa propre identité, en particulier si cela interfère avec l'identité de la cellule familiale. Pour certains, ces éléments apparemment positifs étaient en réalité des barreaux de prison. Et c'en était trop pour elle, alors elle a décidé de tout arrêter. Mais tout cela n'est que spéculation, bien entendu. Certains disent que la probabilité la plus élevée d'implication de la famille serait qu'elle ait sauté et qu'ils aient décidé de le cacher par honte et par crainte de représailles familiales ou sociales ou d'isolement. Il est également très plausible de comprendre pourquoi ils ne voudraient pas simplement dire qu'elle est tombée pour expliquer sa disparition, car même admettre cela les mettrait dans une position où ils pourraient être soupçonnés d'avoir commis un acte répréhensible.
Si le père a été témoin de la chute, mais que le frère et la mère dormaient et qu'il ne leur en a jamais parlé, il pourrait vraiment croire à ces autres hypothèses, ou du moins s'accrocher à cette croyance. Ou bien les trois savent et sont d'accord pour nier au monde entier, croyant ainsi protéger sa mémoire et leur famille. Enfin, la théorie la plus plausible, à mon sens, serait l'accident. Amy s'est saoulée toute la soirée et a voulu s'allonger à l'air frais. Elle avait probablement la nausée et ne voulait pas rentrer à l'intérieur et réveiller tout le monde pendant qu'elle vomissait. Pour rappel, il y avait 4 adultes qui vivaient dans cette petite cabine, ils étaient quand même un peu tous les uns sur les autres. Elle a donc essayé de le faire par-dessus la balustrade. Quand elle s'est rendue compte que la balustrade était trop haute pour vomir sans en mettre partout, elle a pris la petite table pour monter dessus. Ce qui explique aussi pourquoi ses chaussures ont été retrouvées sur le balcon, elle a ôté ses chaussures pour monter sur la table. Encore un peu ivre, elle aurait basculé et se serait tuée. Aussi tragique et simple que ça. Je comprends que la famille préfère penser qu'Amy est victime de trafic sexuel et qu'elle est toujours en vie quelque part, plutôt que de croire qu'elle est morte. Mais d'après moi, il convient ici d'utiliser le principe du rasoir d'Occam, l'explication la plus simple et généralement la bonne. Dites-moi ce que vous en pensez. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous